never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. À la une, aujourd'hui, les liens entre diabète et VIH pour s'informer, comprendre, avoir les bons conseils. À suivre les annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien vous pouvez passer par notre compte VIH Radio sur Twitter et aussi sur Facebook, bien sûr. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marilyn Martel-Moret, diététicienne, nutritionniste et sophrologue. Bienvenue. Merci. Je suis très contente de recevoir Marilyn. C'est la première fois à la radio. Ça va bien se passer, surtout parce que c'est très bien passé quand Marilyn est venue au comité des familles dans notre association pour discuter avec les patients du diabète. C'est ça ta spécialisation, Marilyn? Oui, tout à fait. Comment tu as travaillé du coup sur le diabète? Comment tu t'es spécialisée? Où tu travailles en ce moment? Alors, moi, je travaille actuellement dans une maison de santé sur Bois-Colombes dans la 92. Et il y a maintenant plus de 10 ans, même presque 12 ans, j'étais diététicienne, tout simplement, diététicienne nutritionniste. Et j'ai rencontré des professionnels d'une association du diabète dans le 92 et qui ont souhaité m'accompagner pour une formation sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et cette formation m'a permis de prendre en charge et de me spécialiser dans le diabète. Donc ça, c'était les premiers pas dans cette association. Et puis, il y a 4 ans maintenant, j'ai remplacé la coordinatrice de cette association et pris en charge les patients diabétiques au sein même de l'association, en plus de mon travail en libéral. Oui. Et les diabètes, par rapport à une personne qui vit avec les VIH, c'est une comorbidité. Des fois, dans notre émission, on a entendu des gens dire j'ai les VIH, heureusement, je n'ai pas les diabètes. Dans le sens que les diabètes, c'est presque plus grave, plus difficile à gérer pour une personne qui a les VIH et qui vit normalement sa vie. Alors, on essaie un peu de faire le point avec toi. Déjà, diabète, est-ce que tout le monde est à risque de diabète? On peut l'avoir? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des symptômes? Alors déjà, on peut peut-être dire ce que c'est que le diabète, parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est que le diabète. Donc le diabète, c'est un taux de sucre trop élevé dans notre sang. Un petit peu comme si notre sang devenait du sirop. On est d'accord que c'est pas bon, très positif. Alors, c'est très bon au goût, mais pas très positif pour notre corps. Et en fait, ce diabète, il est dû à notre pancréas, donc qui est un organe dans le corps qui sécrète normalement de l'insuline. Malheureusement, chez certaines personnes, il en sécrète de moins en moins avec le temps. C'est souvent plutôt familial, c'est-à-dire que quand on a un parent qui a été diabétique, on a un risque plus important de développer du diabète, mais toutes les personnes ne développent pas un diabète. Et c'est pas non plus dû au fait qu'on ait mangé très sucré. Il y a des personnes qui ont mangé très sucré toute leur vie et qui n'auront jamais de diabète. Mais certaines personnes qui ont une prédisposition dans leur famille vont être à tendance de développer le diabète, qui souvent d'ailleurs commence plutôt
parce que les médecins vont appeler une glycémie trop élevée, un taux de sucre trop élevé dans le sang, qu'on appelle nous une intolérance au sucre, et qui va nécessiter un début de prise en charge et une amélioration notamment de l'alimentation et de l'activité physique. Ici, on parle du coup principalement du diabète des types 2. Tout à fait. Ok, lié du coup, on dit, comme tu dis, c'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre qu'on développe le diabète, mais c'est quand même très lié à notre manière de vivre, à notre régime. C'est ça, non? Tout à fait. En fait, une fois qu'on a notre pancréas qui est, on va le dire, un petit peu faible, on va être plus sensible à la quantité de sucre qu'on ingère. Du coup, on va nécessiter une alimentation plus équilibrée pour pouvoir faire face à ce manque d'insuline sécrété par le pancréas. Il faut imaginer l'insuline comme une petite clé qui va ouvrir les portes et qui va permettre au sucre de rentrer dans nos cellules du muscle, par exemple, qui va permettre de rentrer dans notre cerveau. Si nous n'avons plus assez de clés pour ouvrir les portes, il est bien évident que le sucre va rester embouteillé dans le sang. Et est-ce qu'il y a des symptômes, et du coup, à part les analyses, la prise de sang, pour lesquels on peut comprendre que peut-être on a ça? On a ça. Alors effectivement, il y a des symptômes assez communs. Alors c'est quand même on arrive à certains niveaux de diabète. Des personnes qui vont avoir très soif. Donc c'est une grande soif. C'est très envie d'uriner. Et ça peut être associé vraiment aussi à une perte de poids. Et là, c'est quand on est vraiment dans des niveaux de diabète où peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez son médecin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les analyses. Et à ce moment-là, on va le découvrir. D'accord. Et le diabète, par contre, il est très bien contrôlé par les médicaments. Tout à fait. En fait, il y a 3 piliers à la prise en charge du diabète. On va avoir le premier pilier, c'est l'alimentation, puisque ce que je mets dans mon assiette va plus ou moins faire varier mon taux de sucre dans le sang. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique, puisque l'activité physique me permet de consommer ce sucre que j'ai dans le sang, donc ça fait diminuer ma quantité de sucre dans le sang. Et le troisième pilier, c'est le traitement. Les médecins, en fait, vont adapter le traitement à chaque personne, puisque nous sommes tous des individus uniques, et nous avons donc tous besoin d'une prise en charge unique. Oui, bien sûr. Et toi, tu as dit, du coup, tu t'es spécialisée dans l'éducation thérapeutique du patient parce que, étant une pathologie avec laquelle on vit, on doit aussi s'habituer à cette pathologie, la prendre avec soi, en fait, et savoir la gérer. Tout à fait. C'est une pathologie qu'on appelle chronique. Donc, comme toute pathologie chronique, elle va nous suivre jusqu'à la fin de notre vie. Que l'on commence notre traitement juste par l'alimentation et l'activité physique sans médicaments, parfois ça dure pendant quelques années où on n'a pas besoin de prendre un médicament en plus. Pour autant, on est quand même considéré comme diabétique. Et petit à petit, peut-être notre médecin va nous mettre un médicament, puis quand ça ne suffit plus, un deuxième, etc. C'est une maladie qui va nous suivre aussi avec le vieillissement du corps. C'est assez logique, notre corps vieillit et du coup, les organes fonctionnent un petit peu moins bien. Et un des facteurs de risque, c'est aussi avoir le VIH, du coup. Tout à fait. Alors, tout le monde... il n'y a pas de... C'est pas un risque supplémentaire, on va dire, mais ça nécessite un suivi vraiment qui est adapté à la vie de chaque personne. Mais c'est pas parce que j'ai le VIH que je vais développer plus de diabète que la population en général. Oui. En revanche, j'ai lisé qu'il y a eu des recherches aux États-Unis en 2021, comme quoi la prise de certains médicaments, des ARV, eux, peuvent être le responsable d'un facteur de risque plus élevé d'avoir le diabète. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute prise de médicaments agit sur notre corps. Donc, je vous ai parlé d'un organe qui est le pancréas qui va permettre de sécréter l'insuline, mais on a un autre organe qui s'appelle le foie et qui, lui, va gérer aussi notre quantité de sucre, notre cholestérol, et il gère aussi tous les médicaments qu'on ingère. Oui. Donc, le corps est une unité. Donc, effectivement, parfois, certains traitements favorisent
le déclenchement d'un diabète. Sinon, avec les VIH, si on a les diabètes, les recommandations, les conseils sont les mêmes que pour la population générale. C'est bien ça? On est parfaitement d'accord que les recommandations, donc les traitements vont être adaptés pour pas qu'il y ait de contre-indications entre chaque traitement, mais sur l'alimentation, ce que je dis toujours, c'est qu'un diabétique doit manger très équilibré. C'est-à-dire que tout le monde devrait manger comme un diabétique en réalité. Oui. C'est important de le savoir et de le souligner. C'est que tout le monde devrait avoir cette alimentation-là. Donc, il ne faut pas se sentir mis à l'écart au niveau des repas quand on est diabétique. Justement, on rentre dans ça, que c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup aux personnes qui vivent avec les diabètes? Comment se nourrir? Comment se comporter? Voilà, tu dis, non, il ne faut pas être gêné. Mais en même temps, qu'est-ce que j'en sais? On va dans un repas, il y a du plantain frit, qu'est-ce qu'on fait? On le prend pas? Alors, déjà, la première question qu'on va se poser avant d'arriver même à table, c'est déjà quel est mon niveau de faim? Déjà, c'est ce qui va me permettre de décider quelles sont les quantités que je vais pouvoir manger. La règle la plus importante, moi je trouve, quand on est diabétique, s'il n'y en a qu'une à avoir, c'est de favoriser à chaque repas qu'il y ait un apport de légumes plus un apport de féculents. C'est-à-dire que je vais pouvoir manger de la friture si j'en ai envie. La graisse n'a pas de sucre. D'accord ? Donc en fait, ça ne fera pas plus monter ma glycémie. Mais par contre, ce qui va être important, c'est que si je mets des légumes avec mes féculents, avec mon riz, avec mes pâtes, avec mes ignames, etc., ça va faire que mon sucre va être plus doucement absorbé par mon corps et va moins faire monter ma glycémie. Donc mon taux de sucre, il va moins monter haut. Et s'il monte moins haut, ça protège mon corps. D'accord. Et tu n'as pas parlé des protéines? Alors, je n'ai pas parlé des protéines parce que de même, dans tout ce qui va être viande, poisson, œufs, je n'ai pas de sucre dedans. Sauf s'ils sont panés. S'ils sont panés, c'est autre chose. Mais sinon, il n'y a pas de sucre. Donc, en fait, ça ne fera pas varier mon taux de sucre dans le sang. Ce qui peut le faire varier, c'est tous les aliments qui vont contenir du sucre. C'est-à-dire mes féculents, mon pain. Et on a dit, on les mange avec des légumes, ça compense. Déjà, parce qu'on en mange moins en quantité. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, ce qui nous apporte du sucre, ça peut être aussi les fruits. Donc, on va quand même limiter la quantité de fruits par jour. Et on va essayer notamment de se limiter à 2 fruits par jour. Alors, un fruit, c'est pas une banane gigantesque. C'est 150 grammes, une pomme moyenne. Qu'est-ce qui peut contenir d'autre du sucre ? On va avoir un petit peu de sucre dans les légumes, mais on a dit on les associe aux féculents, tout va bien. On va avoir du sucre dans tout ce qui va être produits sucrés, les gâteaux, les viennoiseries, etc. Tout ce qui peut contenir de la farine et du sucre, dans les crèmes dessert. Et là, quel va être notre objectif ? Notre objectif, c'est de se dire, on ne veut pas se punir et on ne veut pas se priver. Donc peut-être qu'on peut s'autoriser à en manger 1 fois par semaine. Et quand on va les consommer, notre objectif, ça va être de se dire, bon alors là, j'ai mangé peut-être un peu plus de sucre. Qu'est-ce qui fait baisser mon sucre ? C'est l'activité physique. Peut-être je vais aller faire une marche digestive. C'est pas pour me punir, c'est juste parce que ça permet à mon corps d'éliminer un peu plus vite tout le sucre que j'aurais mangé en trop. Et je peux revenir sur l'association féculents-légumes, en fait, parce que j'ai toujours ce préjugé. Moi, je suis italienne, les pâtes, voilà, on a les diabètes, il ne faut pas manger beaucoup de pâtes, des pains, des choses comme ça. Mais tu dis que l'association avec les légumes, c'est juste parce qu'avec les légumes, j'ai une sensation de satiété qui arrive plus vite, ou parce que c'est vraiment les liens? Alors, en fait, les légumes, ils ont un petit secret, c'est qu'ils sont riches en fibres. Et donc, en fait, ce sont les fibres qui vont avoir une action au niveau de ce qu'on appelle, nous, l'absorption des sucres. C'est-à-dire que les sucres, ils vont rentrer moins vite dans le sang parce qu'il y a une belle quantité de fibres dans les légumes. Alors, on a cette quantité de fibres dans les légumes crus, les salades. Donc, qu'on mange une salade ou qu'on mange des haricots verts, c'est pareil. Par contre, si on mange une soupe en morceaux ou une purée de légumes, là, on n'a plus de fibres. Donc, ça n'aura pas la même action. D'accord ? Et pour toi qui es italienne, l'important, mais comme vous le faites en Italie, c'est de cuire les pâtes al dente. Oui. Si elles sont cuites al dente,
Et bien du coup, elle rentre moins vite, le sucre il rentre moins vite aussi dans le corps. D'accord. Donc les deux secrets, c'est ça. Ah, super. Je fais des pâtes al dente. Et on l'associe beaucoup, tout souvent avec les légumes d'ailleurs. J'associe avec les légumes et je prends quand même ma viande ou mon poisson ou mes œufs pour garder mon muscle. Parce que comme j'ai dit qu'il fallait marcher et bouger, si j'ai plus de muscle pour aller marcher et bouger, ça marche pas non plus. Oui. Et on n'a pas parlé de tous les aliments. Il y a d'autres choses qui peuvent nous paraître, par exemple, des petits aliments. Je pense aux amandes, aux noisettes. Alors, sont des fruits secs. Alors, c'est ce qu'on appelle plutôt des fruits oléagineux, puisqu'en fait, avec, on fait de l'huile. Donc, quand on est diabétique, et même en population générale, il n'y a pas d'interdit. Les recommandations sont maintenant à 1 poignée par jour. Mais attention, 10 amandes, c'est à peu près comme si je mangeais une cuillère à soupe d'huile. Donc, c'est pas anodin sur mon corps. Si je veux faire attention à mon poids, parce que faire attention à son poids, c'est aussi permettre à son diabète d'être plus équilibré, je vais peut-être pas manger le paquet d'amandes tous les jours. Oui. La prise de poids, par exemple, c'est un problème que peuvent rencontrer des personnes qui vivent avec les VIH. Si il y a ça associé du coup à des ARV, des médicaments qui ont des effets secondaires, il se rajoute aussi le diabète. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes en fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que c'est mieux pour eux de manger, ou quelle attitude ils doivent avoir par rapport à ça? Alors moi, je dirais que la première chose, parce que c'est bon pour tout, c'est d'avoir une activité physique régulière. Et j'entends pour moi activité physique de la marche. C'est une super activité physique. Si les gens veulent aller à la piscine, c'est merveilleux, mais déjà marcher 1 demi-heure par jour, ou plus si on a envie, pour aller chercher les enfants, pour faire ses courses, pour juste aller se promener et s'aérer. On a du positif sur notre manière de penser, parce que quand on se promène, ça va mieux au niveau de la tête. On fait baisser notre taux de sucre et on conserve notre masse musculaire, qui est aussi importante pour bien vivre avec le VIH ou le diabète. Il faut quand même avoir du muscle, parce que sinon, après, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Oui. Toi, dans ton activité quotidienne, tu as rencontré beaucoup de personnes qui avaient le VIH et le diabète et qui ont les deux pathologies ensemble? Non, il n'y a vraiment pas tant que ça. Je rencontre plutôt des personnes qui ont d'autres comorbidités avec le diabète que le VIH. Vraiment, c'est pas très courant, mais ça n'empêche que, quel que soit, si je veux avoir mon poids de forme ou que j'ai du diabète, ça reste globalement la même alimentation. Et en quoi consiste ton activité d'éducation thérapeutique du patient par rapport au diabète? Tu fais quoi concrètement? Alors en fait, l'éducation thérapeutique, c'est amener la personne à être centrale dans sa prise en charge du diabète. C'est-à-dire qu'on devient acteur, on est moins soumis aux dictats du médecin, etc. On travaille avec. Et du coup, l'éducation thérapeutique, on peut la faire en individuel ou on peut la faire en collectif. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers, comme j'ai eu l'occasion d'en faire avec l'association, où on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est que le diabète. Et ce n'est pas le professionnel qui va apporter les informations, mais c'est chaque participant qui va partager ses connaissances pour amener une connaissance centrale au groupe, qui sera bien sûr validée par le professionnel, mais ça vient de la personne elle-même et des personnes qui sont là dans le groupe. Et souvent, ça se fait avec des cartes, ça se fait avec des outils, on appelle ça comme ça, et c'est des séances qui peuvent durer entre 1h30 et 2h. Avec des jeux, en fait. Alors, oui, c'est des jeux, mais ça peut être des cartes. Par exemple, moi, dans ma partie diététique, je vais le faire avec des cartes d'aliments où je vais demander de trier quels sont les aliments qui contiennent du sucre, quels sont ceux qui n'en ont pas. Une fois qu'on a fait ce tri-là, on va aller regarder comment je construis un repas équilibré, en fait. Donc, c'est vraiment partir de la base des connaissances. On a tous des connaissances. On fait ces petits classements en groupe. On fait des petits groupes de 2 ou de 3 pour qu'il y ait un échange. C'est aussi un moment de rencontre. Pour nous, en tant que professionnels, on rencontre les patients, les connaissances des patients. J'ai encore fait un atelier il n'y a pas très longtemps avec une médecin généraliste qui m'a dit « Waouh, mais en fait, ils avaient des connaissances très limitées. Il y a eu un bel échange. Et même pour des
professionnels que nous sommes, c'est une autre manière d'aborder les patients, Oui, avec beaucoup de bienveillance. oui. Oui, oui, parce qu'en fait, oui, ça peut s'adresser aux patients, mais aussi aux professionnels de santé, ce que tu fais, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle une co-animation, c'est-à-dire de ne pas être moi toute seule pour co-animer et pour passer la parole à chaque participant. Et du coup, je prends plaisir, là où je travaille, dans la maison de santé, et dans les associations, à co-animer, soit avec d'autres diététiciens, soit avec des médecins, des infirmiers, médecins généralistes ou spécialistes, peu importe. Je trouve que c'est un enrichissement dans ma pratique et c'est très enrichissant pour les patients aussi. Est-ce que tu as remarqué des mauvaises, justement, formations, connaissances au niveau de la nutrition, des produits? Est-ce que c'est une chose qui arrive souvent, qu'il faut déconstruire? Oui, parce qu'en fait, quand je fais des ateliers, on a toujours tendance, comme c'est dans la société, à placer le bon et le mauvais. Et du coup, on va dire, ça c'est des aliments bons et ça c'est des aliments mauvais. Or, notre corps, il n'arrive pas à vivre avec un seul aliment. Et il a besoin d'une diversité d'aliments. Donc, je trouve que faire ces ateliers où on dédramatise le bon et le mauvais pour dire on construit avec tout, ça a vraiment un intérêt pour tout le monde. Et ça permet, moi je trouve, effectivement, il y a des aliments, oui, on ne va pas manger sa pâtisserie tous les jours parce que sinon ça nous déséquilibre, mais c'est pas tant la pâtisserie, c'est que si je mange ma pâtisserie, je ne vais pas manger mon fruit. Si je ne mange pas mon fruit, je n'ai pas ma vitamine C. Si je n'ai pas ma vitamine C, je ne vais pas absorber mon fer dans la viande. Donc chaque chose qu'on va faire dans l'alimentation, ça a une conséquence sur notre corps. Parce que si j'ai plus de fer, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être fatiguée parce qu'en fait, je ne vais plus avoir assez d'hémoglobine. Donc en fait, toute notre alimentation, c'est notre carburant. Donc si je n'utilise que des aliments très transformés, mon corps il va peut-être être en moins bonne santé que si j'arrive à introduire une variété. Oui. Du coup, voilà, sûrement, variété, c'est un des clés, une des choses qu'il faut vraiment se rappeler. Parce que, par exemple, si je t'entends parler, si j'avais un souci par rapport au diabète, et je serais dans le stress parce que, par exemple, tu viens de dire, si je n'ai pas de vitamine C, je ne peux pas bien absorber le fer que je vais avoir à travers, je ne sais pas, la viande ou les haricots rouges. Et du coup, ça me met en stress. C'est-à-dire, comment je dois faire pour bien manger sans avoir tout le temps un tableau dans la tête? Alors, sans avoir un tableau dans la tête, c'est assez facile. Moi, j'aime bien travailler très visuellement en images. Et du coup, on a classé, nous, les catégories alimentaires, et ça peut se retrouver sur Internet, en 7 familles d'aliments. Et on a mis des couleurs. Donc, on a mis par exemple la famille des légumes et des fruits. Donc, dans mon repas, il faut que j'ai un peu de légumes, un peu de fruits. J'ai 2 verres. Ensuite, on a mis la catégorie qu'on a appelée qui était marron, c'est celle des féculents et du pain. Donc, il me faut dans mon repas un peu de marron. Après, on a mis la catégorie viande, poisson et œufs, qui était rouge. Donc, il me faut du rouge aussi dans mon repas. Il me faut, si j'arrive à en manger et que je suis en capacité de bien digérer, ce qu'on appelle les produits laitiers, catégorie bleue, il va me falloir une dose de bleu dans mon repas. Après, il me faut une dose de graisse dans mon repas aussi, donc il va être la catégorie jaune. La graisse, c'est le plus facile à retenir. C'est comme les fruits et les légumes verts jaunes. Après, la 6e catégorie, très importante, ce sont les boissons. Et là, la seule à retenir, c'est l'eau. Comme ça, c'est facile. On ne peut pas se tromper sur celle-là. Et la 7e catégorie, ce sont les produits sucrés, qui, quand on est diabétique, c'est celle-ci qu'on va principalement limiter. Ceci étant dit, si on a envie de se mettre un petit peu de sucre dans son yaourt, on a quand même le droit, à partir du moment où on a toutes nos autres catégories. Oui, c'est assez facile à retenir. Et en plus, on pourrait vraiment s'imprimer cette page qu'on trouve communément sur Internet, se la mettre sous le frigo et réfléchir quand on prépare le repas. C'est ça. Moi, je trouve qu'on peut faire un peu comme un cuisinier quand on prépare le repas et de se dire, alors, j'ai telle catégorie de toc, je vais prendre ça. Par exemple, est-ce que j'ai envie de prendre plutôt ma catégorie bleue, là, les produits laitiers? Est-ce que j'ai envie de mettre ma mozzarella avec mes tomates? Ou est-ce que je vais manger un yaourt en dessert? Oui. Et si je construis mon repas en me disant, je prends un de chaque,
j'ai toutes les chances d'avoir toutes les vitamines et les minéraux dont j'ai besoin et de ne pas me stresser. Mais voilà, j'essaie de faire un peu l'avocat du diable parce que je t'ai dit des choses. Mais des fois, on peut penser que pour bien manger, il faut quand même avoir l'argent qui permet de bien manger. On ne va pas ici refaire l'histoire. On peut aujourd'hui manger même bio avec pas une dépense extrême. Mais il y a aussi des gens qui vont se nourrir dans des lieux qui distribuent de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Comment ils vont faire? Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on néglige un petit peu et qui coûte le moins cher de tout, presque en féculents, c'est tout ce qui va être légumes secs. Et ce sont des féculents merveilleux parce que riches en fibres. Et du coup, ceux-là, quand on va les manger, déjà, on va avoir un repas qui va nous coûter moins cher. Ça va nous apporter des protéines, ce qui va nous permettre de mettre un morceau plus petit de viande, si on a envie, ou de manger un œuf qui coûtera peut-être moins cher. Et du coup, même si on n'a pas beaucoup de légumes à manger à côté, c'est pas très grave parce que ce sont des féculents qui sont riches en fibres. Donc moi, je dirais que l'alimentation équilibrée, elle est bien sûr liée à notre manière de faire nos courses. Prenons des produits plutôt simples, avec une cuisson simple, qui rentrent dans notre budget, peut-être en allant faire les courses au marché, mais à la dernière minute, quand ils sont en train de liquider. Alors oui, on a moins de choix, mais ça nous coûte moins cher. Les produits surgelés sont des produits de très très bonne qualité. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas en avoir peur. On peut manger équilibré avec des produits surgelés qu'on va choisir plutôt non cuisinés parce que ça nous coûtera moins cher et en plus on saura ce qu'il y a dedans. On n'hésite pas pour se donner du goût à mettre tout ce qui est épices, tout ce qui est aromates. Et c'est ce que je dis, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'obligation quand on est diabétique à prendre du riz complet, des pâtes complètes qui coûtent assez cher. Si on veut prendre des pâtes premier prix, mais qu'on les cuit al dente, c'est OK. D'accord. Si je mets un petit peu de légumes, peut-être des haricots verts surgelés ou des haricots verts en conserve à côté, c'est OK. Voilà, du coup, on peut vraiment bien manger avec vraiment un minimum de dépenses. Tout à fait. Et dis-moi, Marilyn, toi, tu es arrivée à te spécialiser dans ça. Comment? C'est-à-dire, c'était la formation que tu as fait, que tu as choisie depuis toute ta vie, ou c'était un moment où il y a eu un changement? Non, alors en fait, moi quand j'ai fait ma formation, en fait, on fait des stages en milieu hospitalier et on avait 3 cas pratiques à présenter lors de notre examen et j'avais choisi 2 diabétiques, donc je pense qu'il y avait déjà une petite idée derrière de travailler avec les personnes qui avaient du diabète. Et puis, comme j'ai été touchée dans ma famille par quelqu'un qui avait du diabète, je pense que ça amène une certaine sensibilité à cette partie-là et moi, j'ai toujours trouvé que s'occuper de l'alimentation, l'alimentation, c'est notre premier médicament. Et je prends un immense plaisir à accompagner tous les gens à l'amélioration de leur alimentation quotidienne sans faire exploser leur budget. Parce qu'on n'est pas là pour être dans l'alimentation parfaite, mais juste fournir tout ce qu'il faut à notre corps tous les jours. Et du coup, ton accompagnement, on l'a développé, tu nous as donné beaucoup de conseils par rapport à la nutrition, mais tu fais aussi un accompagnement, si je peux dire, plus profond à travers la sophrologie. C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc ça faisait 10 ans que j'étais diététicienne, simple, et je trouvais que c'était super d'expliquer comment manger, de comprendre avec les personnes ce qui leur manquait, de leur proposer l'activité physique. Mais parfois, je constatais que la gestion des émotions, c'était compliqué et que ça retentissait sur l'alimentation, que les personnes n'étaient pas très à l'écoute de leur corps. Et du coup, j'ai cherché un petit peu une discipline qui pouvait m'amener à prendre en charge cette partie de l'accompagnement. Et j'ai commencé la sophrologie. Une partie pour ça et une partie pour moi-même, parce qu'en tant que sophrologue, on travaille déjà sur soi, sur comment gérer moi-même mes émotions, comment faire face à tout le stress que je pouvais avoir pendant cette période-là. Et c'est ça qui m'a amenée à travailler en sophrologie.
Et j'ai eu la chance, avec l'ancienne association Diabète 92, de proposer un atelier qui s'appelait Bien dans ma tête, puisqu'on sait que le stress fait augmenter le taux de sucre dans le sang. C'était une idée de contrebalancer ça en permettant aux gens d'acquérir 2-3 petites techniques. Une technique qui les ramenait dans leur corps, parce que c'est bien de connaître ces sensations de faim, de satiété, de fatigue, etc. Donc une qui nous ramenait dans notre corps et une autre pour évacuer les tensions. Oui, parce qu'il y a des fois, je pensais des choses tout bêtes, mais des fois, on a même du mal à comprendre si on a soif ou si on a faim. Comme ça, communément. Moi, ça m'arrive très souvent. Oui, en fait, le corps, il est bien fait. C'est-à-dire qu'il va envoyer une fois le signal de soif, 2 fois, 3 fois. Puis quand il en aura marre d'envoyer les signaux de soif qui ne sont pas entendus, il va dire l'alimentation, c'est 60 à 80% d'eau. Je vais lui dire qu'elle a faim. Tout à fait. Et dis-moi, dans ton expérience, est-ce qu'il y a des cas que tu as suivis qui t'ont marqué le plus? Bien sûr, on ne va pas donner les généralités des personnes, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans le bien ou dans le mal? Alors peut-être un cas qui m'a marqué comme ça, c'était une jeune femme que je voyais dans mon accompagnement spécifique diabète à l'hôpital, puisque l'association était domiciliée à l'hôpital, et qui en fait était, donc elle avait un traitement qui était quand même assez conséquent de mémoire, et puis donc elle avait des piqûres à l'insuline. Parce que quand vraiment on n'a plus assez d'insuline, mais que le corps il est plus capable, on se retrouve avec des traitements à l'insuline. Et qui en fait a eu l'idée comme ça de faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on va choisir de ne pas manger à certains repas, et notamment souvent au petit déjeuner. Et en fait, quand on va prendre son traitement, donc elle avait choisi de continuer, puisqu'il y avait une petite histoire, mais bon, voilà, on ne va pas la développer là, mais du coup, elle avait choisi de continuer à prendre son traitement parce qu'elle n'avait pas bien compris que l'insuline allait lui faire baisser son taux de sucre, donc ça, elle était plutôt contente. Sauf que si je mets mon insuline et que je ne mange pas, je fais ce qu'on appelle une hypoglycémie. Oui. Et donc, je fais un malaise. Donc, on est d'accord, l'hypoglycémie, je n'ai plus assez de sucre dans mon sang. Sauf que pour remettre du sucre dans son sang, elle consommait des boissons sans sucre. Donc, en fait, on tournait en rond. Et donc, c'est une personne qui a fait des malaises. Oui. Ça, c'est un cas qui m'a marqué. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est là où je me suis dit, je crois qu'on a loupé quelque chose dans son éducation thérapeutique. Moi, ça, c'était, je crois, la première ou la deuxième fois que je la voyais. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc qui n'a pas été entendu. Oui, il fallait vraiment remettre l'information à leur place. C'est ça, c'était remettre les informations. Alors, sécuritaire, parce que c'était un danger quand même de faire une hypoglycémie comme ça, très profonde. Ça, c'est mettre sa vie en danger. Donc, sécuritaire, c'était de revoir le protocole avec les médicaments. Et après, c'était de l'amener petit à petit à retrouver une alimentation plus adaptée à son mode de vie et à ses traitements. Ou, après, ça pouvait être aussi de voir avec son médecin pour réadapter son traitement à son nouveau mode de vie. Oui. Tout est ouvert, mais il y avait un besoin quand même de rediscussion. Et par exemple, une personne, tu peux la rencontrer combien de fois? En fait, il faut des fois... Par exemple, des fois, une séance même, ça peut suffire. Des fois, il en faut 10. Peut-être une, c'est vraiment trop peu. Alors, moi, je pense que quand on a du diabète, avec un VIH ou sans VIH, une séance, c'est vraiment très peu. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent beaucoup d'informations. Quand je fais l'éducation thérapeutique sur le diabète, il y a le temps déjà. Qu'est-ce que c'est que le diabète ? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ? Alors déjà, ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il y a l'alimentation. Je ne pense pas que notre cerveau soit capable... Et nous, on le sait bien en éducation thérapeutique, on peut faire passer 3 messages. 3 messages. Comment je change une vie avec 3 messages. Je ne change pas les habitudes. Donc, on sait, par séance, je mets 3 objectifs maximum. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire la révolution alimentaire en une séance. Et de toute façon, ça ne servira à rien, parce que la révolution alimentaire, moi, c'était ce que je faisais quand j'ai commencé à travailler il y a 20 ans. Ça dure 3 mois, la révolution alimentaire. Après, c'est fini.
Donc, on est plutôt en éducation thérapeutique. On va être sur peut-être 4 séances individuelles par an. C'était ce qui était pris en charge par l'ARS. Mais après, on va avoir des ateliers derrière qui vont permettre de réasseoir ce qui s'est dit en individuel. En individuel, on va revoir ce qui s'est dit en atelier pour le réadapter. Donc quand même, je dirais une séance par trimestre ou tous les 2 mois, c'est une bonne fréquence. Oui. Et tout à l'heure, tu as parlé du jeûne intermittent. Tu nous as dit un peu qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est... parce que dans un côté, c'est aussi un peu à la mode, si je peux me permettre cette expression. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le jeûne intermittent, c'est toujours un petit peu... pour moi, ça reste quelque chose de controversé, dans le sens où, il y a quelques années, il y avait des études qui disaient que quand on sautait le repas, le petit déjeuner notamment, on prenait plus de poids. Or, pour moi, le jeûne intermittent n'est rien d'autre que de ne pas faire un repas. Donc, on peut l'appeler jeûne intermittent ou sauter un repas. Pour moi, c'est la même chose sur le corps. Donc, chez certaines personnes qui n'ont jamais pris de petit déjeuner, je ne vais pas les forcer à prendre un petit déjeuner. Par contre, sur des gens qui ont arrêté spécifiquement, je vois plus souvent des prises de poids que des pertes de poids. Au long terme, j'entends, parce que parfois, il y a une perte de poids au départ. Mais comme souvent, c'est compensé par des grignotages en fin de journée, au final, ils reprennent du poids. Donc, je dirais que d'abord, il faut se questionner sur quelles sont mes habitudes. Si je n'ai jamais pris de ma vie un petit déjeuner, je ne vais pas me forcer. Mais si j'en ai toujours pris, peut-être de revenir à ça. Et si c'est juste parce que j'ai pas le temps le matin, si je mets pas d'essence dans ma voiture, je vais pas aller jusqu'à Bordeaux. Oui. Et Marilyn, je voulais, mais ça, on peut pas, parce que tu nous as donné beaucoup de conseils. C'est-à-dire, je voulais te demander aussi si on pouvait résumer, mais c'est impossible de résumer tout ce que tu nous as dit jusque-là. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment en fait, prendre conscience sur soi-même, savoir qu'est-ce qu'on fait, s'écouter beaucoup et prendre les bonnes informations pour savoir qu'une chose nous fait du bien, pour ne pas tomber dans le cas de la personne qui buvait des boissons sans sucre pour avoir du sucre. Voilà, c'est un peu ça. Tout à fait. Moi, je trouve que déjà écouter ses sensations alimentaires de faim, quand on a faim, c'est qu'on a besoin de manger. Si on a soif, c'est mieux d'avoir entendu avant, parce que si on a faim parce qu'on n'a pas bu, c'est un autre problème. Et ensuite, quand on est au repas, c'est bien de s'arrêter quand on a satiété. Ça ne sert à rien de se remplir jusqu'à la gorge, si ce n'est d'avoir mal au ventre et de prendre du poids. Donc pour moi, ça déjà, quand on arrive à faire ça et à maintenir son activité physique régulière, on a déjà gagné plein de choses. Oui. Et tu nous as aussi donné des conseils pour petit budget, pour bien manger. Vraiment, il faut manger beaucoup de lentilles. Tout à fait. C'est vraiment des aliments qui sont malheureusement négligés. Et pourtant, c'est des super aliments, très riches en magnésium, très riches en fibres, riches en protéines, avec des glucides contrôlés, parce que comme il y a tellement de fibres, c'est super. On les avait tellement négligés qu'on a été obligé de dire et de remettre dans les recommandations qu'il fallait au minimum 2 fois par semaine. Oui, parce qu'ils ne rapportent pas trop d'argent, j'imagine, mais Mais on s'en fiche, c'est que nous, ça nous coûte moins cher, en fait. Exactement. Et quand on est un peu stressé, il y a tellement de magnésium dedans que ça nous fait du bien. Donc, prenons tout. Exactement. Bon, Marilyn, pour finir notre... interview, notre discussion de ce matin. Du coup, pour les personnes qui voudraient, par exemple, te revoir, te rencontrer et faire un parcours avec toi, ils doivent faire quoi ? Alors, si c'est un parcours plutôt en individuel, c'est plutôt me contacter. Ça peut être prendre rendez-vous via Doctolib ou me trouver, du coup, moi, sur Internet, on me trouve aussi. Et puis, pour prendre rendez-vous à mon cabinet, à la maison de santé où j'exerce. Et après, ça peut être aussi, si on est intéressé par tout ce qui est diabète, mais une prise en charge pas seulement alimentaire et pas seulement médicamenteuse, il y a le groupe Facebook Diabète Autrement, qui permet aussi d'avoir des informations sur d'autres prises en charge que purement diététiques. Et du coup, une association qui va bientôt remettre en place des ateliers. Parfait. Je te remercie beaucoup pour nous avoir donné autant de conseils. Merci beaucoup et Marilyn, à bientôt.
À bientôt. Et vous restez à l'écoute de Vivre avec les VIH. On va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après. Fuori Fonzucla e filo
Et après cette pause musicale, revenons à l'antenne Vivre avec les VIH, c'est le moment des annonces du cœur. Vous les connaissez, les annonces, il faut aller sur notre site internet et s'inscrire avec une adresse mail valable et s'enregistrer pour pouvoir publier votre première annonce qu'il faut qu'il soit le plus détaillé possible. Ça sera validé par nos soins et ensuite vous pourrez échanger entre vous pour bien vous connaître et pour la suite, ça se verra. Comme d'habitude, je vous lis quelques dernières annonces. Femme camerounaise, 44 ans, 1m72 avec 85 kg. Je suis une personne pragmatique, douce, aimante, sociable et très responsable. Je cherche un seigneur indétectable comme moi pour un amour sincère pouvant aboutir au mariage. Bonjour, je suis à la recherche d'un partenaire qui lui aussi cherche une femme sérieuse. Je cherche un homme entre 50 et 60 ans. À très vite. Homme de 31 ans, originaire du Mali, je vis en région parisienne et je cherche une relation sérieuse avec une femme vivant en France. Je cherche également à faire de nouvelles connaissances ou à me faire des amis. À bientôt. Bonjour, femme 45 ans, vivant en région parisienne, bien dans sa peau et dans la tête, souhaite rencontrer un homme sur la France mais aussi en Côte d'Ivoire qui peut souvent venir ou recevoir dans de bonnes conditions. C'est le moment des infos de la semaine. Comment améliorer l'accès aux traitements vitaux? Médecins sans frontières, MSF, a présenté les détails du coup d'un essai clinique sur la tuberculose qui a permis d'identifier un schéma thérapeutique plus court et entièrement oral. Il s'élève à 34 millions d'euros. C'est la première fois que le coût détaillé d'un essai clinique est rendu public, remettant en cause les discours des labos pharmaceutiques selon lesquels les prix élevés des médicaments sont justifiés par les coûts importants liés à la recherche et au développement. Grâce à MSF, pour la première fois, le voile s'élève sur les coûts réels de la recherche biomédicale. Transparence qui permettra de garantir un meilleur accès, on espère, aux traitements vitaux pour ceux qui ont besoin partout dans le monde. Nous espérons que le fait d'avoir publié les coûts de notre essai clinique incitera d'autres acteurs à nous rejoindre, a déclaré le directeur médical de MSF et responsable aussi de l'essai en question. Nous encourageons les financeurs et ceux qui mettent en œuvre les essais cliniques à utiliser Transparency Core pour faciliter la publication des données relatives à leurs dépenses. La transparence des coûts des essais cliniques est une étape décisive vers la démonstration du coût réel de l'innovation médicale et la construction d'un avenir où l'accès aux médicaments et aux outils médicaux n'est pas entravé par des prix élevés. Passons à une autre info, des traitements anti-VIH efficaces aussi contre l'Alzheimer. Selon une étude, des traitements contre le VIH auraient un effet protecteur contre l'Alzheimer.
Les chercheurs ont remarqué qu'un groupe de personnes traitées avec des inhibiteurs de la transcriptase inverse présentait une incidence de la maladie d'Alzheimer moindre par rapport à la population générale. Maintenant, il faudra attendre d'autres recherches pour confirmer ces données. Les patients affectés par l'Alzheimer sont environ 1 million en France. Aucun traitement jusqu'à aujourd'hui est vraiment efficace contre cette pathologie. Un espoir vient aujourd'hui des traitements contre les VIH. Ce que nous observons est très rudimentaire, disent les chercheurs. La prochaine étape évidente pour notre laboratoire consiste à identifier quelles versions des transcriptases inverses sont à l'œuvre dans un cerveau touché par la maladie d'Alzheimer afin que les traitements plus ciblés puissent être découverts. Ces essais cliniques prospectifs sur les inhibiteurs de la transcriptase inverse actuellement disponibles sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer précoce devraient être poursuivis, estime-t-il.
nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH d'aujourd'hui. Pour retrouver l'interview qu'on a eue en début d'émission avec Marilyn Martel-Moret, diététicienne et nutritionniste et sophrologue, je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour retrouver les podcasts. Vivre avec les VIH sera en pause les prochaines 2 semaines, mais vous pouvez nous réécouter en rediffusion comme d'habitude à chaque fois que nous faisons une pause. Du coup, on se retrouvera en début mois de juin pour les derniers mois de Vivre avec les VIH de cette saison 2024. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Portez-vous bien.